Et oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, peuple de Lysias, aussi étonnant que cela puisse paraître quand vous voyez s'envoler la moitié de votre salaire à la fin du mois, l'État se soucie de vous. Il tient à ce que vous alliez à l'école à partir de 6 ans, que toute votre vie vous receviez un peu d'argent et règle leur compte à ces hommes qui n'ont que faire de votre consentement. L'État protège vos intérêts encore plus que ne le ferait une mère juive. Mais pourquoi cela? Non pas parce que vous êtes plus sexy qu'un autre, pas parce que vous ne ratez aucun amphi, même ceux des petites matières, pas même parce que vous êtes Charlie, mais simplement parce que vous êtes une part de la société. Et l'affaire qui justifie ma présence aujourd'hui n'est autre que la volonté de l'État de protéger encore une fois les intérêts dont il se porte garant. Bruce Minnie choisit de se transformer en catimini abandonnant son sexe prédéfini. Elle opte pour le patronyme de Cathy Minnie, préférant être victime de misogynie plutôt que de renoncer à porter un bikini. Mais Cathy Minnie n'avait pas prévu qu'être femme pouvait être aussi ardu. Le bonheur des longues queues pour faire pipi quand par le passé une bouteille aurait suffi. Le doux plaisir de se faire siffler puis traiter de prostituée. Le sympathique frotti-frotta dans le métro sous l'œil indifférent des badauds auront suffi à convaincre Cathy que récupérer son engin était plus qu'opportun. Elle décide alors de redevenir il et fait la demande de changer à nouveau son état civil. Si j'interviens au nom de l'État dans ce processus, c'est bien parce que de réels intérêts de la société se trouvent ébranlés par ces changements intempestifs. Au-delà de l'aspect logique et juridique que je développerai par la suite, cautionner une nouvelle modification de la mention du sexe sur l'état civil serait une incitation dommageable et imprudente d'un acte loin d'être anodin. Comme cette incitation dommageable et imprudente de votre pote vous invitant vivement à tirer 2-3 lattes avant le partiel de civil parce que, je cite, « on s'en fout, on y va au talent ». Mais vous n'avez pas de talent. Et vous voilà le jour des résultats vous demandant si l'on n'a pas oublié un chiffre à votre note. Et tout cela à cause d'une incitation malheureuse. Les opérations requises sont dangereuses et privent définitivement le patient de certaines aptitudes dont le dote son sexe d'origine, dont celle de procréer. Il serait bien plus qu'aventureux de s'y risquer, à moins d'y avoir un intérêt légitime, justifiant de compromettre sa vie. Vous qui criez d'effroi à la simple perspective d'une circoncision, songez à une opération consistant à extraire des vaisseaux sanguins de votre bras pour irriguer le bout de votre pénis, qui n'est rien d'autre qu'une reconstruction faite à partir de vos muqueuses. C'est pour cela que la nécessité d'un sentiment profond et inébranlable d'appartenir au sexe opposé et d'une transformation irréversible ne peut être remis en cause pour tolérer un changement d'état civil. Que peut-on dire du caractère permanent et inaltérable de la volonté de changer de sexe d'un patient dont la motivation a déjà failli une première fois? Surtout quand ici, aucun d'entre vous ne serait déjà prêt à croire au caractère permanent et inaltérable ne serait-ce que de la repentance de votre conjoint ayant déjà fauté une première fois. Comment interpréteraient les hommes et les femmes dont la volonté de changer de sexe est encore incertaine une décision permettant de changer d'état civil comme l'on change de code civil? Chacun s'imaginerait que les prestations des chirurgiens seraient échangeables et remboursables sous 30 jours sans plus mesurer l'ampleur d'une telle décision. Mais au-delà de la portée symbolique désastreuse d'une décision de justice entérinant la possibilité de changer plusieurs fois cette mention, la situation de Cathy Minnie peut n'être également abordée que comme le changement de sexe d'une femme souhaitant devenir homme, la justice lui ayant déjà concédé d'être de manière pleine et entière une femme. Mais alors, il lui faudrait à nouveau remplir les critères nécessaires à ce changement. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans sa décision du 7 juin 2012, subordonne ce changement à 2 conditions. Celle de justifier de l'irréversibilité de la transformation de l'apparence et de justifier de la réalité du syndrome de transsexualité. Dans le cas de Madame Minnie, aucun de ces 2 critères ne peut être réuni et je m'emploierai à vous le démontrer. Les organes de Madame Minnie, permettant d'identifier son appartenance au sexe féminin, étaient tous le fruit de la chirurgie et des traitements hormonaux. À la manière d'une de ces maisons identiques qu'on trouve dans les banlieues paisibles, Bruce avait acheté Cathy d'après plan, les plans des chirurgiens.
10 000 €, le prix d'une voiture, de 500 codes civils, pour vous donner une idée, cher juriste, ou de 2000 grecs, pour vous, étudiants fichés. C'était tout ce que lui avait coûté sa transformation. Le moindre des changements opérés sur son corps relevait de l'imitation fidèle, mais artificielle de la nature. Cathy avait renoncé ainsi à jamais à chacune de ses pièces d'origine. Mais ce que le chirurgien avait fait, il pouvait allègrement le défaire. Quand Cathy choisit de redevenir un homme, le chirurgien n'avait plus qu'à enlever les prothèses mammaires et construire le reste de la créature. En somme, et pour filer la métaphore, il n'avait qu'à remplacer les pièces souhaitées par d'autres pièces détachées. Et rien de ce qui faisait Bruce par le passé n'est demeuré. Tout est nouveau, artificiel, interchangeable désormais. Cette transformation n'a plus rien de la transformation irréversible requise pour le changement de la mention du sexe sur l'état civil. S'il est effectivement impossible pour Madame Mini d'assurer en l'état des choses que sa transformation est irréversible, il est tout aussi hasardeux de prouver la réalité de son syndrome transsexuel. Voyez-vous, j'ai dû me renseigner sur le transsexualisme pour remplir correctement le travail incombant à ma charge. J'ai donc lu de la documentation, traîné dans les coulisses de l'Eurovision, investi un vestiaire de rugby féminin et même discuté avec certaines Thaïlandaises ayant joué plus d'un tour à donner le touriste sans mal d'affection. Et j'ai appris, au gré des rencontres, qu'il existait 2 types de transsexuels. Les MF d'une part, des hommes souhaitant devenir femmes, les FM de l'autre, des femmes souhaitant se faire hommes. Et je me suis posé la question. Comment un justiciable pouvait prouver dans une première instance être un MF de manière absolument certaine et dans un second temps prouver le contraire de façon tout aussi certaine? Et la réponse est simple. Cela est impossible. L'une des affirmations n'a d'autre choix que d'être mensongère. Des évaluations médicales en tout genre sont nécessaires pour attester le syndrome transsexuel. Psychiatres, endocrinologues et chirurgiens s'unissent dans une expertise censée exprimer d'une seule voix et de manière certaine l'opinion du corps médical à ce sujet. Cette expertise médicale est la seule possibilité permettant de rapporter la preuve du syndrome de transsexuel, dont la crédibilité est par la suite appréciée par le juge. Mais imaginons qu'une expertise prouve que Madame Mini est une MF et qu'une seconde expertise affirme que Madame Mini est en réalité une FM. Que se passe-t-il? Alors la seconde expertise, en faisant mentir la première, prive chacune d'elles de toute crédibilité. Si une expertise parvient à en faire mentir une autre du même acabit, aucun outil juridique ne peut plus permettre de savoir à laquelle accorder le plus de crédit. Or, si ces expertises sont privées de leur fiabilité, il ne reste aucun moyen à Madame Mini de prouver la réalité de son syndrome. Si la transformation n'est pas irréversible et que prouver la réalité du syndrome est impossible, il n'est d'autre issue envisageable que de renoncer à la modification de l'acte juridique que constitue l'état civil. Imaginez une seconde. Chacun a appris ici à ses dépens que pour réussir dans les études de droit était requis un patrimoine génétique impressionnant. La capacité d'être à la fois structuré et précis, clair et concis, cultivé et sexy n'est pas donnée à tout le monde, et c'est pourtant bel et bien à ces conditions qu'est subordonnée l'obtention du diplôme de juriste. Mais si ça n'était pas le cas, quelle en serait la valeur? La valeur d'un acte juridique quelconque réside dans le fait que celui-ci soit soumis et subordonné à des conditions de forme nécessitant, à ce titre, de remplir des conditions. Si Cathy Mini n'est pas privée en fait de la possibilité de changer à nouveau son sexe, elle ne peut le faire reconnaître en droit, au risque de mettre en péril l'utilité même de la modification de l'acte juridique auquel elle prétend. C'est pour cela que je vous demande, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, que soit refusée à Madame Cathy la possibilité de changer à nouveau la mention de son sexe sur l'état civil.